merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Drame à Yoff Apexi de Gilles Marchand, un franco-sénégalais résidant dans la zone depuis une vingtaine d'années, retrouvé ligoté et égorgé à son domicile, surnommé affectueusement le Lébou Blanc par ses voisins. Le défunt était également membre de la Fédération sénégalaise de rugby. À Tivaouane, la famille du défunt Abdelaziz Gueye porte plainte contre l'hôpital Mame Abdelaziz Sy Dabakh. Elle rejette le rapport médical faisant état de complications survenues à l'issue de son intervention chirurgicale. Les Sénégalais satisfaits de leur premier trajet à bord du BRT, ils évoquent un voyage rapide, plaisant et confortable. Seul bémol, certains aspects sécuritaires à améliorer. Le ministre des Transports, qui a également effectué un parcours à bord du Joyau, recommande aux citoyens de le préserver. Puis le tournoi UFOA des moins de 20 ans se tiendra à Thiès du 20 au 30 mai prochain. Les Lioncelles dans le groupe A partagent la poule avec la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Ziguinchor dans les mois suite à la découverte d'un corps sans vie d'un ressortissant français. Pierre-Olivier Boucheron a été retrouvé pendu chez lui. Pour l'instant, impossible d'affirmer s'il s'agit d'un suicide ou d'un crime. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor pour autopsie et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce ne sont pas seulement les habitants de Ziguinchor qui se sont réveillés en émoi. À Dakar également, et plus précisément à Yoff Apexi, la mort de Gilles Marchand est sur toutes les lèvres, adoubé par ses voisins au point d'être surnommé le Lébou Blanc. Le franco-sénégalais qui vivait à Yoff depuis plus d'une vingtaine d'années a été retrouvé, égorgé et ligoté à son domicile. Une enquête a été ouverte par la section de recherche de la gendarmerie. Les détails, c'est avec Dissa Prera. C'est ici, à son domicile, au numéro 556 de la cité Apexi 2, que Gilles Marchand a été retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi. Un décès survenu dans des circonstances atroces. Dans le quartier, personne n'a voulu témoigner ni sur l'homme, encore moins sur les circonstances de la mort de ce franco-sénégalais. Membre de la Fédération sénégalaise de rugby et fondateur de la maison de rugby de Yoff, celui qui était affectueusement appelé le Lébou Blanc a été retrouvé ligoté chez lui, informe Sénéweb. Sénégo, lui, nous informe que le dirigeant sportif a été retrouvé ligoté, mais sans trace apparente de violence ni d'effraction dans sa demeure. Des éléments qui suggèrent une possible connaissance entre la victime et le ou les présumés auteurs. Libération indique que Marchand aurait été victime d'étouffement. L'enquête en cours menée par la brigade de recherche. Actuellement, plusieurs membres de l'entourage de la victime seraient en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Et la famille du jeune Abdelaziz Gueye, décédé au lendemain de son admission à l'hôpital Mame Abdelaziz Sy Dabakh de Tivaouane, décide de porter plainte contre l'hôpital. Elle n'accepte pas la version des médecins qui attestent d'une mort survenue à l'issue de complications notées lors de son intervention chirurgicale. Reportage à la maison mortuaire assurée par Cheikh Anta Diop et Seylatir. Cheikh Mourouba Gueye, un quartier situé à 200 mètres de l'hôpital Mame Abdelaziz Sy Dabakh de Tivaouane, la maison mortuaire de désemplis parents et amis du défunt sont dans le désarroi total. Selon eux, le médecin n'a dit que des contre-vérités. Aujourd'hui, le problème de notre frère Abdou Hamid. Le médecin-chef a parlé hier, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Il dit des contre-vérités. Je suis désolé, mais il dit des contre-vérités. Notre frère a souffert, on l'a négligé. Aujourd'hui, tout le monde a le cœur meurtri. D'où la colère des membres de sa famille et de ses amis qui considèrent cette attitude comme un mépris à leur égard. Les jeunes du quartier ont décidé de porter cette affaire devant le tribunal. Et si la famille ne le fait pas, nous, ses amis d'enfance, on le fera à leur place. Vraiment. Parce que il faut que ça cesse. Aussi, ils pensent qu'il y a énormément de légèreté dans le fonctionnement de l'hôpital. Il y avait d'abord le problème des bébés et nous interpellons les autorités compétentes. Les autorités
étatiques comme les autorités religieuses. Parce que Tivaouane est une grande ville. Il faut venir faire des enquêtes, des investigations à l'intérieur de l'hôpital. Ici, à l'hôpital Mohamed Abdou Aziz de Tivaouane. Seul le nom prédit de bonnes choses. Mais à l'intérieur, la situation est très très déplorable. Les populations de Tivaouane sonnent l'alerte et se mobilisent. Elles promettent d'organiser une marche de protestation ce jeudi. Et 6 ans après l'assassinat de l'étudiant Fallou Sène, les étudiants réclament toujours justice. Au village D où Fallou Sène vivait, les occupants demandent à la justice de presser le pas pour trouver le ou les auteurs de ce crime odieux. Retour au village D de Sanar avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Du défunt étudiant Fallou Sène, assassiné en 2018, les étudiants commémorent cet événement malheureux. Ici, les pensionnaires de Sanar réclament toujours justice. Nous voulons que la justice en soit faite pour que tous les étudiants vivent en paix. C'est ça quoi. Personne n'en parle. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous. Devant la chambre de feu Fallou Sène, sa photo sert de guide aux visiteurs. Les étudiants veulent toujours attirer l'attention de leurs camarades sur ce jeune martyr tué à la fleur de l'âge. On vient de faire une cérémonie de commémoration pour Fallou Sène. Et ce portrait nous donne, par exemple, si quelqu'un traverse ici, s'il voit la photo, il se rappelle de lui et il prie pour lui, quoi. Pour Farah Diatta, qui loge dans la chambre que Fallou Sène occupait de son vivant, les souvenirs ne manquent pas et défilent sur sa tête. Il pense que la justice doit faire son travail. Bon, on le prend toujours avec tristesse, hein, parce que comme on réclame toujours justice et que rien n'a encore avancé, c'est vraiment dommage. Il y a des mauvais souvenirs quand même. 6 ans après la mort de Fallou Sène, le dossier traîne toujours. À l'UGB, au village du défunt, les étudiants veulent que la justice fasse son travail pour que leurs chers camarades puissent reposer en paix et que ses amis et parents soient édifiés. Et ils étaient nombreux à embarquer à bord du BRT pour leur premier voyage ce matin. Parmi ces voyageurs, eh bien, un certain Mohamed Ndour, habitué à endurer la pollution et les embouteillages, il s'est montré soulagé d'embarquer enfin à bord du bus qui lui fait gagner, dit-il, 45 minutes de son temps de route habituel. Prochain challenge pour lui, eh bien, bénéficier d'un abonnement mensuel qui lui permette d'éviter les files d'attente aux arrêts du bus rapide transit. Abul Faye l'a rencontré, reportage. Le bus rapide transit en marche. Mohamed Nour n'a pas mis beaucoup de temps pour être parmi les premiers voyageurs. Habitant de Guédiawaye, il a préféré le BRT au détriment des autres moyens de transport habituels pour aller à Colobane, son lieu de travail. Pour la première fois, souvent, pour aller au travail, nous rencontrons d'énormes difficultés à cause des embouteillages. Maintenant, nous avons le BRT qui a une voie spécifique. Donc, nous espérons faire moins de temps que prévu sur la route. Aussitôt installé sur son siège, Mohamed sort son téléphone pour immortaliser ce moment. Des images qu'il compte partager avec ses amis. Je vais poster ces images sur les réseaux sociaux comme WhatsApp pour montrer aux gens que nous faisons partie des premiers voyageurs du BRT. Il se dit heureux d'être l'un des premiers passagers du BRT. Parce que c'est pour la première fois. Ce sont des moments à immortaliser. Maintenant, fini les embouteillages, les fumées des pots d'échappement. Avec le BRT, nous nous asseyons tranquillement et nous bénéficions de la climatisation, mais également du Wi-Fi. Pour sa première expérience avec le BRT, le natif de Guédiawaye se dit séduit. Le BRT est très rapide. Si nous le comparons aux autres moyens de transport, il les dépasse de loin. Enfin, il est arrivé à destination. Sourire aux lèvres, Mohamed n'aura passé que 45 minutes pour rallier son lieu de travail. C'est ce que nous attendions de ce bus rapide transit. Chaque pays qui tend vers le développement doit en avoir. Nous avons constaté qu'on a effectué 45 minutes au lieu d'1h30. Maintenant, si nous avons la possibilité d'avoir un abonnement mensuel, nous n'hésiterons pas. Il ne compte pas oublier ses premiers pas dans le bus rapide transit. Un voyage qu'il a effectué avec beaucoup d'enthousiasme. Il invite les Sénégalais à veiller à la bonne marche de ce joyau.
Allez, un premier trajet commercial offert aux usagers en présence du ministre des Transports. El Hadj Malick Ndiaye invite les citoyens à la préservation de ce joyau. Il l'a annoncé dans la foulée d'autres bonnes nouvelles à la fois pour les usagers et le secteur du transport. Le ministre des Transports que nous écoutons toujours avec Habib Faye. Vous avez fait le trajet avec moi. Vous savez que 400 francs et 500 francs, ce sont des tarifs raisonnables quand même. Et ça a été bien négocié par l'État du Sénégal à travers CETUD pour mettre un tarif en tout cas raisonnable. Maintenant, on est en mise en service progressive. Peut-être les Sénégalais vont se dire que ce projet est tellement important qu'il faut augmenter le projet et en développer d'autres, augmenter les tarifs et en développer d'autres. Peut-être aussi, nous allons nous rendre compte que peut-être c'est un peu cher et qu'il faut revoir. Mais de toute façon, ça c'est l'affaire des spécialistes. Le plus important, c'est que je pense que avoir ça, c'est une grande première dans l'Afrique, je peux dire. Et ça doit permettre, au lieu de penser que les gens doivent quitter juste la banlieue pour venir à Dakar, ça ne doit plus être un one-way. On doit développer des activités, aménager des zones, mettre toutes les commodités en banlieue pour que les gens puissent quitter Dakar et aller en banlieue pour régler là-bas leur truc. Ça doit être dans les deux sens aujourd'hui. Nous invitons tous les Sénégalais à s'approprier de ce projet dans le comportement. Parce qu'il s'agit ici de développer un nouvel état d'esprit de QHSE, c'est-à-dire miser sur la qualité, sur l'hygiène, sur la sécurité et sur l'environnement. Allez, destination Bambey, plus précisément Silane Mbari, où les populations ont encore conduit les géomètres ainsi que les gendarmes présents dans la zone pour procéder au morcellement des terres. Elles n'écartent toutefois pas des concertations avec les autorités à condition que ces terres qui leur servent de gagne-pain soient préservées. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. L'équipe de géomètres et le détachement de la gendarmerie ont été obligés de plier bagages face à la détermination des populations des villages de Silane et environ. Le sous-préfet a réquisitionné la gendarmerie qu'il débarque dans les lieux pour un éventuel morcellement. Et alors, la population est sortie en masse. Alors, c'est une population mature. Pourquoi tout a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas une seule pierre lancée. Ils n'ont pas voulu verser dans la violence, mais comptent rester fermes dans ce combat. Continuera d'une manière plus féroce, continuera jusqu'au prix de notre vie. Nous n'accepterons pas parce que c'est de mourir. Nous sommes des pauvres paysans, nous sommes des pauvres éleveurs, nous ne pouvons pas vivre sans la terre. Nous ne pouvons pas vivre sans l'élevage. Et tout le monde sait que cette zone-là est une zone d'élevage et d'agriculture. Pour la relance de ces activités, ces populations n'écartent pas l'idée d'un dialogue. Le problème a une solution, d'autant plus vrai que c'est une population mature. C'est une population qui aime la négociation. C'est une population qui est ouverte pour un dialogue. Le soubassement de cette population est fondé sur le dialogue. Sur ce, nous appelons aux maires, aux autorités administratives, aux autorités étatiques de négocier avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est avant qu'il y ait drame. Le maire de Ngogom, pour sa part, se dit prêt à discuter avec les populations réfractaires. Sérieux risque d'inondation dans le Dandé-Mayo où les travaux de construction de la route accusent du retard. Le préfet de Kanel s'est déplacé sur le site pour s'enquérir de la menace. Sur demande de la Géroute, toutes les entreprises ont été mobilisées autour d'un dispositif d'intervention dès la tombée des premières pluies attendues incessamment selon la météo. Et quand on parle de Matam, c'est toujours avec Ali Bandagnan. Après le cri du cœur des populations du Dandé-Mayo sur les menaces de l'envahissement des eaux dès la tombée des premières pluies, le préfet du département de Kanel est descendu sur le terrain s'enquérir de l'état de la situation. Voir le niveau d'exécution des recommandations du CRD de prévention et de gestion des inondations. Parce que vous savez qu'ici nous sommes au niveau du Dandé-Mayo et pendant la saison des pluies, nous constatons qu'il y a beaucoup de points critiques de sites qui font l'objet d'inondations. Et il se pourrait alors que ces travaux de réalisation de la route génèrent encore d'autres points critiques. Donc
Il s'est agi aujourd'hui de venir voir est-ce que réellement les travaux ne vont pas impacter sur le niveau des inondations. Sur le qui-vive, depuis l'annonce des prévisions de la météo concernant le début précoce de l'hivernage, les habitants du Dandemayo, zone qui longe le fleuve Sénégal, se disent aujourd'hui rassurés. En tout cas, nous sommes rassurés de les voir. Bon, c'était une inquiétude donc des populations. Bon, en début d'hivernage, il y a aussi la météo qui a prévu que cette année, il y aura beaucoup d'eau. Vous savez aussi, la route aussi est allongée donc, entre le Waalo et le Djiri. L'ensemble donc, des eaux pluviales donc, vont vers le Dandemayo. C'est pourquoi les populations avaient donc des craintes. Surtout avec les ponts qui ont été coupés. Donc on avait peur que ce soit encore plus aggravé donc, avec l'inondation. Bon, aujourd'hui, on est rassuré donc par l'entreprise. Maître d'œuvre de ce projet routier long de plus de 100 km, l'Ageroute, selon Boubacar Fofana, a mobilisé tout un dispositif pour faire face aux inondations. Du ministre en charge des infrastructures, le DG de l'Ageroute nous a demandé de refaire le tour avec les autorités locales afin de faire le point sur les dispositions qui ont été prises pour éviter des désagréments en période hivernale. Il y a une équipe de veille qui est mise en place, comme sur tous les projets de l'Ageroute, pour qu'en cas d'inondation constatée, que l'intervention puisse se faire de manière très diligente afin d'assurer la continuité du trafic et le confort des usagers de la route. De Navel à Dembankani, en passant par Bou jusqu'à Waoundé, cette tournée a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux qui devraient désenclaver plus de 80 localités du Dandemayo. À la une de l'actualité politique, le Parti démocratique sénégalais qui veut que justice soit faite dans l'affaire de corruption impliquant des magistrats, des accusations qui, vous le savez, avaient été à l'origine du report de la présidentielle et qui, de l'avis du porte-parole du PDS, eh bien, sont trop graves pour passer par pertes et profits. Bachir Diawara, que nous écoutons avec Chérif Dia. Le PDS n'a pas été dans la passion ou bien dans le sensationnel. Le PDS a voulu véritablement marquer le coup parce que nous sommes dans un état de droit. Et si certains citoyens peuvent se légitimer le droit d'utiliser des armes non conventionnelles pour neutraliser des adversaires politiques, il est tout à fait normal que le PDS réagisse et c'est ce que nous avons fait et nous n'allons pas lâcher le morceau, bien sûr. Bien sûr, le contexte n'est pas favorable, peut-être vous allez dire. On vient de dire au nouveau président de la République, le PDS a un peu lâché du lest par rapport à cette affaire. Cela ne veut pas dire qu'il a abandonné du tout. Nous nous fondons globalement sur les dispositions du régime qui s'est engagé, n'est-ce pas, à restaurer les principes d'état de droit, à restaurer la démocratie, djoubel djoubanti. Et sur cette question précise, il n'y a pas meilleur djoubel que de faire la lumière sur cette affaire scandaleuse. Moi, je pense. Encore une fois, le PDS a soutenu Bassirou Diomaye Faye sans aucune condition. Alors, en tout cas pour une participation à l'attelage gouvernemental, le PDS n'a rien demandé. Le PDS a été cohérent avec lui-même. Nous avons soutenu sans aucune condition le candidat Bassirou Diomaye Faye. Hors de chez nous, pour parler de la présidentielle mauritanienne prévue le 29 juin prochain, le candidat déclaré Hamidine Lamine Kane dénonce une tentative flagrante de bloquer sa candidature. Selon lui, le ministère de l'Intérieur est en train d'exercer des pressions sur les préfets afin que ces derniers ne valident pas les signatures nécessaires au parrainage. Le candidat indépendant dénonce une pratique antidémocratique et demande l'intervention de la communauté internationale. Nous le suivons au micro de Fatima Touré. Les entraves vis-à-vis de la candidature de Hamidine Lamine Kane pour se présenter aux élections présidentielles en Mauritanie. Ces entraves viennent d'en haut, du plus haut sommet de l'État et surtout du ministère de l'Intérieur qui a délégué, qui a donné l'ordre justement aux préfets dans toutes les régions de Mauritanie et dans toutes les villes et villages, toutes les régions de Mauritanie, de ne pas signer justement les attestations de parrainage qui me sont attribuées. Et ça s'est avéré dans toutes les régions de Mauritanie. Je crois que c'est une violation grave de la démocratie en Mauritanie, de la constitution en Mauritanie, et puis des droits fondamentaux de chaque Mauritanien à vouloir se présenter aux élections présidentielles. Et puis ça, je crois qu'il faudra que l'opinion publique nationale et internationale soit avisée, et puis qu'ils sachent que la Mauritanie entrave lourdement justement les processus démocratiques en Mauritanie. Et puis,
À part ça, c'est la Mauritanie qui préside aux destinées de l'Union africaine avec le président actuel. Donc ça sont des entraves qui doivent être levées fermement, durablement, et puis qu'on n'en revienne plus. Donc cette candidature doit être validée comme toutes les autres candidatures, parce que c'est une candidature de valeur, une candidature de prospective pour la Mauritanie de demain. Et la page des sports à présent, on démarre avec, sur les pistes avec l'athlétisme. Pas moins de 17 nationalités et 150 athlètes attendus au meeting de Dakar 2024 prévu le 25 mai prochain au terrain annexe à Diamniadio. Une annonce du premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, El Hadj Baracham, qui promet un beau spectacle car le meeting est qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris. Suivons-le au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Cette année, c'est qu'il y a un enjeu de taille donc, par rapport à l'organisation du meeting. Donc, c'est la qualification des Jeux Olympiques de 2024. Donc, les athlètes qui vont venir compétir pour cette compétition auront la possibilité, s'ils font de belles performances, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024. Parce que c'est une compétition qui a été flashée par World Athletics et qu'ils regardent de très près. Donc, on est passé du meeting bronze au meeting silver. Donc, n'oubliez pas que nous avons déjà organisé 2 meetings de bronze. Ensuite, aujourd'hui, c'est la 11e édition. Donc, on est passé au meeting silver. Cela veut dire que nous avons gagné du galon et on compte aller vers le meeting or d'ici. On attend 150 athlètes qui vont venir aussi de la sous-région, mais aussi de l'international. Donc, il y aura 17 nationalités à peu près qui vont compétir pour l'édition 2024. Et une fois n'est pas coutume, nous parlons de jeux de dames. Morsec, Abdou Khadre Montero, Abdoulaye Gueye chez les 3 duels et Modoucek en spécial sont sortis vainqueurs lors du tournoi atypique en format master du jeu de dames à Dakar. Une compétition qui a ravi participants publics, mais aussi et surtout l'organisateur qui compte le pérenniser. Le compte-rendu est toujours assuré par Cheikh Sadibou Diarra. Des duels à 6 parties de jeux de dames. C'est le tournoi qui a réuni quelques maîtres et grands maîtres de la discipline, donnant une compétition serrée. Il y avait donc Morsec contre Cheikh Lam. C'était un match revanche, puisque à l'époque, on les avait opposés et Cheikh Lam était sorti vainqueur. Cette fois-ci, Morsec a pris sa revanche. Donc ils ont fait 5 matchs nuls et à la 6e ronde, donc Morsec a pris le dessus. Il y avait 2 autres joueurs qui sont dans l'antichambre des grands. Donc il y avait Montero contre Mamsaïnian. On a fait donc une partie en partie rapide et à l'issue de la partie rapide, Montero a gagné. Mais là aussi, ils ont vraiment des niveaux équivalents parce qu'ils ont eu le même nombre de victoires, chacun une victoire et 4 matchs nuls. Alors, pour le dernier, donc, on avait Ablaye Gaye 2 contre Ansou Ndiaye. Bon, je peux dire que c'est la partie la plus prolifique en victoire parce qu'il y a eu 2 victoires à 2. Et donc, ils se sont départagés à l'issue de cette ronde. Et c'est Ablaye Gaye qui a eu le dessus. Ce tournoi a été aussi le théâtre de l'opposition entre les 2 meilleurs joueurs sénégalais du moment. C'est le plateau numéro 1 qui mettait aux prises donc Modoucek, qui est sorti vainqueur des tournées régionales, et donc Ibrahima Gaye qui a été classé comme meilleur sénégalais à l'issue des compétitions internationales. Donc il était bon de les opposer, dans la mesure où, au niveau des tournées régionales, ils annulaient toutes les parties. Donc ils se sont rencontrés dans ce face-à-face et à l'issue des compétitions, donc c'est Modoucek qui a eu une victoire contre 5 matchs nuls. Donc c'est vous dire que c'est très très serré. Ce tournoi en 6 parties est même à répéter de l'avis de tout le monde, aussi bien des joueurs que du public. Parce que ce sont des parties où il n'y a aucun calcul. Aucun calcul, les deux s'affrontent vraiment comme un combat de lutte. Il n'y a pas de calcul, il y a des stratégies. Paris réussi, ce tournoi en format duel de maîtres sera de retour au mois de juin à Dakar en attendant un tour dans les autres régions. Et on termine avec le football féminin. Le Sénégal connaît ses adversaires de poule au tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans. Un tournoi qui se déroule à Thiès du 20 au 30 mai prochain. Les Lioncelles sont dans le groupe A en compagnie des joueuses de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Mali. Et la poule B regroupe le Libéria, la Guinée-Conakry, la Mauritanie et la Sierra Leone. Je propose tout de suite de suivre les détails du programme. À l'ordre des poules, les matchs vont débuter le 20 mai avec la poule A. Le 21, on jouera la poule B.
Le 23, la poule A revient. Le 24, la poule B. Le 26 et le 25, on jouera simultanément des matchs parce que ce sont les matchs du 3e tour. Les demi-finales vont se jouer le 27 et la finale le 29. La finale est la 3e place. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info, assurée par Abdoulaye Der, qui parle du foncier. Il a invité l'urbaniste Abdou Karim Sakho. Merci et bonne suite des programmes en compagnie de la télévision Futur Média.